Voilà, merci de bien vouloir donner la parole, madame. Alors, bonjour à tous. Je suis Marie Gégou, assistante familiale de métier, évidemment pour le syndicat CGT, accompagnée par le secrétaire général de la CGTI Défi. On vient de rencontrer par délégation le directeur général des services pour évoquer toute la problématique de la protection de l'enfance, un évident manque de moyens, une usure des professionnels. Nous, ce qu'on demande, évidemment, c'est le Ségur pour tous. Ça fait 2 ans et demi qu'on est sur la question, qu'on intervient régulièrement, où on nous répond à chaque fois qu'il n'y a pas de moyens au département, qu'au niveau législatif, on n'y est pas. Clairement, le département peut, par délibération, tout à fait débloquer, soit une prime, soit une revalorisation. Les professionnels sont usés, fatigués d'attendre un minimum de reconnaissance de la collectivité, que ce soit au département comme dans le secteur habilité, IDEFI, l'ENI, le CHR. On a tous un fort investissement de nos professionnels. Aujourd'hui, les arrêts de travail sont là, les équipes sont très tendues. Il devient compliqué de poser des congés, de pouvoir accéder à de la formation. La protection de l'enfance, aujourd'hui, est une priorité nationale. On est quand même département pilote. Si il faut un signe fort, c'est maintenant. Pour les professionnels, pour les enfants, il y a quand même 300 mesures non exécutées de placement. C'est très, 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 très inquiétant. Les enfants, aujourd'hui, n'ont pas de solution forcément d'accueil. On les laisse dans des milieux où, normalement, un magistrat a statué. Et les délais sont très rallongés aussi pour les aides éducatives à domicile. On constate un délitement complet de la protection de l'enfance. On n'est pas du tout à la hauteur. Alors oui, il y a des situations qui arrivent quand même à avancer, mais on arrive aussi sur des contrats jeunes majeurs où il est compliqué d'accompagner les enfants, il est compliqué de les sécuriser avec des ruptures tout au long de leur placement, avec des professionnels qui bougent, soit qui quittent la collectivité. Donc un enfant, tout au long de son parcours de placement, peut connaître beaucoup d'intervenants, beaucoup de familles d'accueil et finir éventuellement en établissement pour être malheureusement en autonomie à 18 ans. Alors pourvu qu'un enfant de 18 ans qui a connu tout ce parcours de placement puisse à un moment être autonome, puisse s'assumer sans avoir besoin de revenir à l'aide sociale à l'enfance, et pourvu qu'aussi l'aide sociale à l'enfance à ce moment-là soit à la hauteur. Donc on demande des moyens financiers, de la reconnaissance, parce qu'on a quand même des agents, que ce soit pour les assistants familiaux qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une permanence affective, une permanence physique, et en plus des conditions de travail avec très, très, très dégradées, avec peu d'accompagnement, parce que les éducateurs, les cadres ASE, les secrétaires, les psychologues font ce qu'ils peuvent aussi, avec une charge administrative énorme et un épuisement flagrant. Et les chiffres sont là, il y a des équipes qui sont très déshabillées, ils font ce qu'ils peuvent, et les enfants, dans tout ça, ils se retrouvent avec des professionnels qui changent en permanence. Donc on demande pour les enfants de la protection, c'est la mission première du département, il en a la compétence, il en a la responsabilité, chaque enfant confié l'est au président du département, c'est à lui de prendre ses responsabilités pour accompagner les enfants au mieux, qui ont déjà une fragilité à leur arrivée dans ces services. Pareil pour les services d'accompagnement à domicile. Ce n'est pas acceptable qu'un enfant puisse bénéficier d'une mesure au bout de 6, 8, 10 mois, des fois au mieux. Donc on demande vraiment que des moyens soient débloqués pour la protection de l'enfance, pour les professionnels, pour les enfants, parce que de toute façon, ils seront tous gagnants. Si aujourd'hui, on ne les accompagne pas correctement, c'est plus tard. Ils changeront peut-être, en effet, d'entité, ils changeront peut-être d'accompagnement, ce sera de l'insertion. On ne doit pas en être satisfait. Voilà. Merci à vous. Merci, madame. Merci. Bien, merci. Il est 10h59, notre séance est reprise, et donc je vais demander à madame Lecordier de bien vouloir intervenir sur le rapport 1.2, nous présenter le rapport 1.2 sur la feuille de route enfance-famille 2024 et le plan d'action RDPPE. Merci, Monsieur le Président.
L'année 2023 a été celle de l'enfance. Retenue le 27 janvier 2023 comme une grande cause départementale pour 2023, l'enfance a été au cœur d'un travail fourni et dense. Il a été l'occasion de préciser le constat comme les enjeux autour de ce thème et de formuler une trentaine de pistes d'amélioration compilées dans un livre blanc. À cette occasion, nous avons initié une démarche audacieuse, inédite et nécessaire, en organisant les rencontres départementales de prévention et de protection de l'enfance, les RDPPE. Les motivations de cette attention toute particulière sur l'enfance sont connues. J'ai déjà pu les partager avec vous en maintes occasions. Permettez-moi de plutôt m'attarder sur celles et ceux qui ont rendu possible ces moyens de travail, ces moments de travail. Je pense évidemment à nos agents et à nos agentes qui ont réalisé un travail remarquable. Je tiens également à remercier les plus de 1500 professionnels, dont l'IDEFI, mobilisés sur l'année et au cours de la cinquantaine de rencontres organisées. C'est autour de l'écoute des enfants, des adolescents, des familles, des travailleurs sociaux, mais aussi de nos partenaires, des services de police et de justice, que nous avons bâti notre travail. Ils sont les véritables acteurs et actrices de notre démarche. La feuille de route enfance-famille qui vous est présentée aujourd'hui et qui vaut plan d'action des RDPPE est le fruit de ce travail collectif et participatif. Plus d'une centaine de mesures vous sont détaillées par cette feuille de route. Regroupées en 4 axes, elles ont vocation à être mises en œuvre progressivement. Chose essentielle, cette feuille de route s'inscrit en complémentarité du livre blanc rédigé à l'issue des RDPPE. Avec fierté, nous l'avions remis au mois de décembre dernier à la secrétaire d'État alors, Madame Charlotte Cobel, qui nous avait honorés de sa présence lors de la restitution des travaux. Concernant notre feuille de route, elle a pour finalité de mieux prévenir et mieux repérer les situations, mieux accompagner les publics concernés et mieux piloter nos politiques publiques. Tout d'abord, mieux prévenir pour protéger. Notre ambition est d'intervenir de la façon la plus précoce possible au bénéfice des mineurs et de leurs familles. Concrètement, nous allons renforcer le dépistage des troubles relevant du spectre autistique ou encore nous allons renforcer nos liens avec les maternités. Ensuite, mieux repérer les situations de mineurs en danger ou en risque de danger. Cela passe par la mobilisation des acteurs de proximité, par la formation des professionnels aux nouveaux enjeux de l'évaluation d'informations préoccupantes en application des recommandations de la Haute Autorité de santé et par la formalisation d'une coordination des organismes et institutions concourant au quotidien à la protection de l'enfance par la contractualisation de protocoles dédiés. Puis, mieux accompagner nos publics. Cela se retrouve dans notre plan d'action par notre volonté d'amélioration du bilan et du suivi de santé des mineurs confiés. Ou encore, cela passe par la consolidation du plan d'urgence de 10 millions d'euros que nous avons adopté l'année dernière. Tout ceci permettra notamment le développement du dispositif STEP sur les zones blanches comme à Dieppe. Ce plan d'action vient également réaffirmer notre volonté de mieux piloter nos politiques publiques. La mise en œuvre prochaine de mesures concrètes permettra des progrès significatifs. Je pense notamment à la revalorisation des médecins de PMI pour notamment dynamiser leur recrutement, ce qui dynamisera aussi leur recrutement ou encore le renforcement des contrôles d'établissement. Tout cela en lien avec nos partenaires institutionnels qui nous permettra d'avoir une meilleure connaissance des structures de notre territoire, de leurs besoins et des perspectives d'amélioration. Enfin, nous mesurons bien la demande de nos concitoyens et de nos concitoyennes d'être associés à la construction de nos politiques publiques. La participation effective des usagers dans ce plan d'action a été pensée et intégrée, parce que c'est l'un des 76 engagements que la majorité départementale a pris devant les électeurs et les électrices de la Seine-Maritime. C'est pourquoi un Haut Conseil des enfants et des jeunes sera créé. Il s'agit d'une instance qui garantira leur représentation dans la gouvernance de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Une construction concertée, partenariale, inclusive, voici notre démarche. Elle a fonctionné avec l'RDPPE, nous voulons poursuivre sur notre élan et même accélérer. Quoi de mieux que ce rapport aujourd'hui et la présentation de notre feuille de route pour confirmer, ou plutôt réaffirmer, notre engagement envers la protection de l'enfance.
Depuis plusieurs années, notre budget est en hausse. De 198 millions en 2022, nous avons atteint les 225 millions en 2023. Nous devons ajouter le budget supplémentaire de 10 millions d'euros, traduction du plan d'urgence que j'ai évoqué tout à l'heure. En 2024, nous le constatons ensemble, nos efforts sont poursuivis. Mes chers collègues, nous nous sommes donné une année pleine pour penser le sujet de l'enfance dans sa grande complexité. C'était 2023. Aujourd'hui, nous donnons une feuille de route pour traduire notre réflexion. Cela commence en 2024. Le sens de notre action est tracé. La démarche a prouvé ses bénéfices et notre engagement est clair. Maintenant, au travail. Je vous remercie. Merci, Madame Lecordier. Alors, j'ai une demande de parole de Madame Fournier, puis de Madame Garot. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. La protection de l'enfance vise à garantir la prise en charge des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement, à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. Telle est la mission assignée par la loi au pouvoir public. Pourtant, depuis des années, tout le secteur de la protection de l'enfance est en crise grave et les professionnels multiplient les alertes, les mobilisations, en exprimant leur malaise et leur mal-être dans des métiers difficiles où ils sont dépourvus des moyens adaptés pour exercer correctement leur mission, sans compter des rémunérations très éloignées de l'utilité de leur métier. Il en résulte une baisse de la qualité du suivi et des prises en charge, un manque de personnel et de place, une inadéquation entre les besoins d'accueil et les capacités, des mesures judiciaires non exécutées, on l'a entendu tout à l'heure par le témoignage de la déléguée, et, de fait, des enfants toujours à la rue. Pour citer uniquement la dernière alerte reçue, le réseau des délégués départementaux de l'éducation nationale au Havre vient de saisir les élus sur la situation d'une 60aine d'enfants actuellement dépourvus d'hébergement. Je ne veux pas m'étendre sur le constat affligeant, sur les carences que cette feuille de route entend corriger, il y aurait tant à dire. Mais tout de même, j'ai été interpellée à la lecture de ce document sur le peu de place consacrée aux raisons qui ont conduit à ce désastre pourtant annoncé. Rien que pour notre conseil départemental, nous avons recensé pas moins d'une quinzaine d'interventions en séance plénière de la part de différents groupes, dont le nôtre, ces dernières années, pour alerter et demander des mesures d'urgence. Certes, il y en a eu. Je pense au renforcement de l'accueil d'urgence au Havre, au renforcement des ISCG, notamment sur le secteur Dieppe-Neuchâtel, ou aux dispositions prises en faveur des mineurs non accompagnés. Mais visiblement, nous étions loin du compte. Oui, c'est vrai, les besoins d'accompagnement et de prise en charge sont en constante évolution. Mais cela n'explique pas tout, d'autant que le propre des politiques publiques, des services publics, est bien de s'adapter aux besoins, voire de les anticiper. La responsabilité de l'État, de ses gouvernements successifs depuis 20 ans, comme la responsabilité de notre collectivité, ne peuvent pas se voir exonérées et passer sous silence au prétexte de l'évolution des besoins. La prévention spécialisée a vu ses budgets réduits de moitié, comme ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, pour ne prendre que cet exemple. Plus de missions, moyens en berne depuis des années. Quand les courbes se croisent, il faut repenser nos priorités et optimiser l'utilisation des ressources. Alors, c'est vrai aussi, cette feuille de route entend venir corriger la situation et mobilise des moyens. Les actions annoncées, la création de places, vont dans ce sens, ce bon sens, même si nous pouvons douter qu'elles soient suffisantes vu l'étendue de la correction qu'il va falloir apporter. Je constate que les objectifs sont nombreux
On en dénombre 20 et que les actions associées ne le sont pas moins puisque j'en dénombre 108. Cependant, je crains malheureusement que cette profusion ne laisse place à un éparpillement, voire une dilution de ces actions. Le paradoxe de l'abondance nous montre que plus n'est pas toujours mieux. Il est important de trouver un équilibre et de ne pas se perdre dans toutes les directions en définissant des priorités et objectifs précis à cette feuille de route. Les moyens étant limités, vaut-il mieux se concentrer sur les problèmes en amont des situations de placement d'enfants, de manière à tarir la source des difficultés qui conduisent ces enfants à la protection dont ils ont droit. Précisons également qu'en ce rapport entend par exemple ouvrir plusieurs centaines de places dans le cadre d'un vaste plan d'urgence, de combien de places parle-t-on précisément? Est-il possible d'avancer un chiffre? Sans objectif plus précis, quelles leçons pourrons-nous tirer des actions réalisées? La manière dont la feuille de route a été élaborée depuis et à partir des rencontres départementales organisées en janvier 2023 est un gage de pertinence. Nous sommes cependant surpris que les organisations syndicales des personnels œuvrant dans le secteur de la protection de l'enfance n'aient pas été plus associées à ces réflexions, à ces définitions. Ils sont pourtant porteurs d'une expertise, d'expérience et de propositions qui nous paraissent indispensables. Nous le savons bien, ces métiers si utiles et si exigeants sont de moins en moins attractifs et qu'il faudra qu'ils regagnent en attractivité, tout comme devront être développées les places en formation, en IFEN ou à l'IDS. Même nécessité au-delà des mesures déjà prises et de celles annoncées dans ce rapport pour valoriser, mieux accompagner et recruter des assistants familiaux trop souvent découragés, on l'a encore entendu il y a quelques minutes. Plusieurs actions de ce programme ciblent l'école, la détection et l'accompagnement depuis le milieu scolaire. Pourtant, le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté est en difficulté et sur plusieurs territoires, il est en lambeaux. Même constat pour la médecine scolaire, jadis si performante. Combien d'établissements dépourvus de médecins, d'infirmières, de psychologues, d'assistantes sociales? Et je ne parle pas des centres médico-psychologiques, les CMP, confrontés à une pénurie de moyens aggravée par le désengagement de l'éducation nationale, avec des délais de prise en charge beaucoup trop élevés et des antennes locales pourtant si utiles qui ont dû fermer. Là encore, au-delà de ce que le département peut et doit mobiliser, notre devoir est d'agir plus fermement en direction de l'État et de ses ministères concernés. Un exemple parmi tant d'autres. La politique migratoire étant une compétence de l'État et de l'Union européenne, l'augmentation du nombre de personnes se présentant comme mineurs non accompagnés auprès des services départementaux de l'enfance n'est pas le fait des départements. Les jeunes concernés relèvent en conséquence de la solidarité nationale et non de la solidarité départementale. Donc, si légitime que le département accompagne ces mineurs au titre de la compétence en matière de protection de l'enfance, il est nécessaire que l'État compense au centime près et rembourse les sommes engagées par le département. Renforcer le partenariat entre les différents services de la protection de l'enfance, c'est aussi se tourner vers les associations et les autres acteurs du territoire en mettant en place ces collaborations ponctuelles ou régulières avec ces derniers. Exemple, dans l'action numéro 7, il est indiqué, je cite, « garantir les actions collectives thématiques telles que le soutien à la parentalité ». Alors que cette action est souvent portée par les centres sociaux des territoires, je m'interroge sur la pérennité de cette orientation quand on connaît les difficultés financières auxquelles sont et vont être confrontés nos centres sociaux dans les mois à venir. Enfin, la lecture de ce rapport nous laisse dubitatifs concernant un point essentiel, celui des moyens humains.
Nous sommes ici dans un secteur très sensible puisqu'il concerne des enfants et jeunes en fragilité ou en souffrance, et nous sommes ici pour les détecter, les accompagner dans des métiers de l'humain. Or, comment pourrait-on croire pouvoir atteindre tous les objectifs assignés sans recourir à des embauches de travailleurs sociaux? Or, excusez-moi. Or, cette nécessité est clairement affichée uniquement pour les assistants familiaux. Pour le reste, elle est seulement induite, notamment dans l'énumération des places supplémentaires créées. Sophie, tu peux continuer. Nous ne disposons d'aucun chiffrage, d'aucune estimation sur les créations de postes au sein de notre collectivité ou dans les structures partenaires. Plutôt que d'ajouter du contrôle au contrôle, je préfère renforcer les effectifs, la responsabilisation et l'autonomie des acteurs de terrain en leur fixant des objectifs clairs et précis, mais qui les laissent libres de choisir les moyens pour les atteindre, tout en mettant en place des indicateurs de suivi pour évaluer l'efficacité de leur action. Cela favorise une culture de confiance et de dialogue et encourage les acteurs à prendre des initiatives. Cela va de pair avec une revalorisation de leur grille de salaire en adéquation avec la multiplication et la complexité de leur mission. Sous ces différentes réserves, nous nous abstiendrons sur ce rapport parce qu'il est en effet urgent de réagir à la hauteur des enjeux, des besoins, mais aussi des manquements accumulés qu'il nous faut désormais combler. Merci. Merci. Alors, je vais donner la parole à Madame Garot. Alors, cette question de la protection de l'enfance, on le voit bien, c'est un sujet préoccupant et l'ensemble des éléments figurant dans la feuille de route de l'enfance et de la famille le souligne clairement. Nous sommes tous inquiets, les élus de cette assemblée départementale, les professionnels du département et d'autres structures impliquées dans l'accompagnement des enfants et qui ont d'ailleurs été les premiers à alerter sur ce sujet depuis plusieurs années et qui, vous avez vu, sont mobilisés. La difficulté ici, en fait, c'est de vous raconter le quotidien, en quelque sorte la vue d'en bas. J'aurais pu vous raconter les enfants, les professionnels dans mes consultations du CANSP, en attente de mesures, en foyer, chez les assistantes familiales et leur mauvaise santé psychique. En fait, je me suis contentée de lire le rapport. Quelques chiffres sont cités dans le rapport, comme une évolution sur l'année 2022 du nombre d'enfants bénéficiant d'une mesure, plus 156 avec une mesure éducative, plus 68 avec une mesure de placement confiée à l'ASE. Et surtout, ce chiffre qui a été rappelé tout à l'heure de 314 placements non exécutés au 28 février 2023. On ne sait pas quel est le nombre aujourd'hui. Il est fait état de délais d'attente de mise en œuvre de mesures en milieu ouvert renforcés, et c'est vrai qu'on voit ça tous les jours en consultation, des enfants qui sont en attente, avec des délais qui sont dits de 3 à 9 mois. Moi, j'ai vu récemment en consultation un enfant qui était en attente depuis plus de 18 mois. On n'a pas de chiffres sur le nombre de ces mesures en attente. Les conséquences sont bien décrites. J'y ajouterai simplement le retentissement sur la MDPH, parce que bien évidemment, quand les enfants ne vont pas bien, on demande souvent des AESH parce qu'à l'école, ça ne se passe pas bien. Le retentissement sur les établissements médico-sociaux, qui ne peuvent pas toujours faire face au nombre d'enfants présentant des troubles, et sur les professionnels intervenant dans les écoles et les collèges, bien sûr. La conséquence la plus grave, celle contre quoi ce plan est censé lutter, c'est la situation de danger pour l'enfant et l'aggravation des troubles psychiques et neurodéveloppementaux. On aurait souhaité avoir un peu plus de chiffres. Effectivement, le nombre de mesures éducatives renforcées, le nombre d'enfants en attente de ces mesures. En d'autres termes, ce qu'on voudrait savoir, c'est combien d'enfants sont actuellement en danger alors qu'ils bénéficient, entre guillemets, d'une mesure de protection de l'enfance. Et c'est ça le problème. Moi, tous les jours en consultation, c'est cette question que je me pose. Dans un précédent rapport,
le bilan du contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance voté en commission permanente fin 2022, à la fin de l'année 2022, il était indiqué qu'en 2021, 113 enfants étaient en attente de mesures de soutien maintien à domicile et 114 en 2022. Cette mesure est valorisée dans le rapport à juste titre. Elle permet, si elle est mise en place suffisamment tôt, d'éviter un placement. Or, on voit bien qu'il y a des délais de plusieurs mois d'attente entre le moment où on prononce cette mesure et le moment où la mesure est effectivement effective. Donc, en fait, elle ne peut pas avoir l'effet escompté. Et effectivement, il y a ensuite une augmentation des mesures de placement parce que les enfants vont de plus en plus mal et la situation familiale se dégrave gravement. Quelques points de l'action présentée répondent aux besoins fondamentaux de l'enfant, on en a déjà parlé, et il est fait état d'augmenter le nombre de places en pouponnière sanitaire. Combien? À quelle échéance? On parle aussi d'améliorer le diagnostic précoce des troubles du neurodéveloppement chez ces enfants. Mais si on laisse un enfant en danger, il y aura forcément des conséquences sur le neurodéveloppement. Et alors, il est louable de repérer et de dépister ces troubles, mais il serait encore plus utile de les éviter. Répondre aux besoins de protection et qualité de la prise en charge. La prestation de plus en plus utilisée, c'est le technicien d'intervention sociale et familiale. Elle est très utilisée parce que les autres types d'intervention ne peuvent pas l'être rapidement. Ainsi, les professionnels s'orientent souvent vers des dispositifs dans lesquels il y a de la place et qui ne sont pas forcément les plus adaptés. Par ailleurs, il est écrit, et ça m'a un peu froissé, enfin, je ne sais pas comment le dire, bref, pour maîtriser l'enveloppe, il est mis en place des réunions locales entre associations TISF et les UTAS. En fait, est-ce qu'il s'agit de répondre vraiment aux besoins de protection de l'enfant ou de maîtriser une enveloppe? Toujours dans ce même chapitre, l'intervention éducative à domicile renforcée est utilisée à 100%, mais la clé de répartition de l'offre ne correspond pas aux besoins. Est-ce qu'on connaît réellement les besoins? Quelle stratégie et quelles sont les perspectives à moyen terme? Des priorités ont-elles été définies? Par exemple, pour les situations en attente de plus d'un an, est-ce qu'on réévalue, enfin je le pense, la pertinence de la mesure? Donne-t-on la priorité aux situations très récentes ou aux plus jeunes des enfants afin d'éviter des déplacements inutiles? Ne serait-il pas raisonnable de définir un délai maximum de mise en place des mesures, comme on le fait pour l'évaluation des informations préoccupantes? Bref, il y a la question de création de places, mais aussi de la définition de la stratégie éventuelle. N'oublions pas qu'au-delà des 20 objectifs, des 108 actions, il n'y a réellement qu'un seul enjeu, qui est celui de mettre en adéquation l'offre avec les besoins, et un unique but, qui est celui de protéger les enfants. Pour le reste, je laisse le soin à ma collègue Léa Pawelski de poursuivre l'énonciation de notre positionnement sur ce rapport. Merci, Madame Garot. Alors, Monsieur Métaux, puis Monsieur Lamiret. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, les professionnels, depuis des années, nous expriment leur épuisement, leur démotivation, la perte de sens de leur travail, les effets néfastes du turnover sur la qualité de l'accompagnement. Nous l'avons encore vu tout à l'heure dans le rapport qui montre que la filière médico-sociale au sein du département est sous-payée et dévalorisée. Les cadres A, comme je le disais, c'est 16 932 € pour le même type d'emploi, sauf qu'elle est dans une autre filière, mais fonctionnaire du département. Il me semble indispensable, et nous en avons déjà discuté, nous sommes déjà intervenus de multiples fois dans cet hémicycle, pour dire qu'il fallait, dans un premier temps, et c'est à notre avis le premier temps qu'il manque et qui ne dépend pas du département, c'est la revalorisation des professionnels du médico-social. Monsieur le Président, vous aviez à l'époque
écrit au Premier ministre pour demander, entre autres, au-delà de la fonction publique, la renégociation des conventions collectives et la revalorisation de ces professions. 2 premiers ministres passés, votre voix n'a pas été entendue, malheureusement. Et donc je pense qu'au travers de ça, c'est la première préoccupation. J'aimerais aussi dire que l'analyse que vient de faire Madame Garot, c'est celle que nous avions faite, donc je ne vais pas la recommencer. Que l'analyse qui a été présentée par Madame Fournier, sauf pour la prévention spécialisée, je rappelle, qui a été diminuée dans un autre temps de 50% ici. 50%. Dans un autre temps. Et donc, il faut qu'on puisse peut-être y mettre des moyens, mais les moyens, Monsieur le Président, chers collègues, nous n'en avons plus. Malgré cela, une revalorisation a été effectuée, c'est vrai. Nous sommes passés de 198 millions à peu près 235 millions, comme nous verrons dans le BP prochain. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de revalorisation. Mais aujourd'hui, 50 000 emplois dans le médico-social sont vacants, par manque de revalorisation, par manque de reconnaissance. Et c'est à nos yeux, avant de lancer des belles idées, des places, aujourd'hui les établissements n'arrivent plus à recruter. La situation est catastrophique, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur associatif privé au niveau du médico-social. Ils n'arrivent plus à trouver de personnel. Ils sont dévastés. Combien de directeurs d'établissement viennent me voir en me disant qu'ils ont eu un taux de rotation au niveau du personnel médico-social, mais aussi au niveau de l'encadrement, qui n'arrive pas à stabiliser. Il faut donc exiger, Monsieur le Président, je dis bien exiger du gouvernement de véritables moyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que notre société va de plus en plus mal. Qu'au niveau de la MDPH, vous nous le disiez l'autre jour, en conférence des présidents, nous sommes passés de 4 000 dossiers pour enfants à 6 000 en peu de temps. Ce n'est pas une augmentation de 2-3%, c'est 50% d'augmentation. Ça montre donc un mal-être de notre société qui se ressent sur la problématique éducative, qui se ressent sur la problématique de l'enfance, ce qui se ressent sur la problématique de nos établissements, sur la politique sociale. Alors, certains disent soit l'État débloque des fonds d'urgence, mais avec quels moyens? Puisque il y a quelques jours, le ministre de l'économie nous annonçait 10 milliards d'économies supplémentaires sur le budget prévisionnel, sur la loi de finances. Mais j'y reviendrai dans le cadre du DOB. Soit l'État reprend la gestion de l'aide sociale à l'enfance. Personnellement, je n'y serais pas forcément opposé dans le sens où qui confie les enfants à l'élu que vous êtes, Monsieur le Président, puisque c'est vous, en tant que Président, à qui sont confiés ces enfants. C'est bien la justice. 95% des mesures sont des mesures justice. Aujourd'hui, 235 millions, ça est la deuxième dépense, si ma mémoire est bonne, de la politique sociale du département. Alors, rien que pour arriver à améliorer l'encadrement au niveau national, je dis bien, il faudrait que l'État puisse débloquer 1,5 milliard. Aujourd'hui, nous avons plutôt des restrictions, et nous le verrons tout à l'heure. Plus aucune autonomie financière. Quelle est la responsabilité? Monsieur le Président, est-ce que demain, vous ne risquez pas de vous retrouver devant un tribunal pour non-assistance à enfants en danger? Jusqu'où cela pourra-t-il aller? Bref, même si des efforts ont été faits, nous estimons que l'État doit s'engager davantage et nous donner soit les moyens de réaliser une vraie politique au niveau de l'aide sociale à l'enfance, soit d'assumer ses responsabilités et ses engagements. Au travers de ce rapport, nous nous abstiendrons donc et nous appelons, Monsieur le Président, une nouvelle fois, Monsieur le Président, à faire une nouvelle démarche pour savoir où en est,
cette revalorisation des professionnels du médico-social? Où en sont les négociations sur les conventions collectives qui touchent aussi un grand nombre d'établissements, donc d'enfants indirectement et d'encadrement? Et nous souhaiterions que vous puissiez réintervenir en ayant un courrier un peu plus ferme, une démarche un peu plus ferme en direction du gouvernement. Nous nous abstiendrons aussi sur ce rapport. Merci, Monsieur Métaux. Alors, Monsieur Lamiret, puis Madame Paleski. Oui, merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais l'intervention des professionnels était à la fois touchante, alarmante et donc consternante. Si je me permets d'intervenir, c'est tout simplement parce que sur ce secteur, je siège, à l'époque le CDE, aujourd'hui à l'EDEFI, depuis 2004. Je peux dire que j'ai vu certaines choses évoluer, l'établissement s'adapter, se réorganiser pour faire face à ce défi que nous prenons en pleine face aujourd'hui. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs années où on n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. La fameuse phrase « ayons le moyen de nos ambitions ». On n'a pas mis les moyens sur nos ambitions. Nos ambitions qui sont tout simplement le cœur de notre métier. S'il y a un endroit, Monsieur le Président, permettez-moi cette familiarité, si on doit être bon, c'est bien là. C'est bien là. Alors j'entends les discours, les difficultés financières du département, et je ne fais pas que les entendre, je les constate, et je ne vous pointe pas du doigt, Monsieur le Président, c'est un contexte général, et c'est un contexte qu'on peut voir à l'échelle du pays, et sans doute d'autres départements encore en plus grande difficulté que nous. Mais siègent ici dans cet hémicycle beaucoup de personnes qui sont aussi élues dans d'autres collectivités. Donc je pense qu'ils vont comprendre ce que j'essaye de vous dire, Monsieur le Président. Il s'agit de choix politiques. Nous faisons des choix politiques. Nous faisons des choix sur les moyens que nous mettons sur nos politiques. Quand vous avez le GVT, le glissement vieillesse technicité, qui mécaniquement, à effectif constant, tombe tous les ans, et qu'on augmente les budgets de ces mêmes établissements en dessous du GVT. En dessous. Vous avez un GVT qui est supérieur à l'augmentation des budgets que l'on met tous les ans. Et Nathalie Lecordier, pour qui j'ai beaucoup de respect et de sympathie, le sait, je ne cesse de répéter ce discours au conseil d'administration de l'EDEFI, où les administrateurs ont eu la gentillesse de me confier la première vice-présidence. Je ne cesse de le dire. On ne peut pas augmenter des budgets tous les ans inférieurs au GVT. Ce n'est pas possible, parce qu'au bout du bout, on arrive dans la situation que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire des manques de moyens pour nos agents. Nos agents qui nous font remonter une phrase assez terrible, Monsieur le Président. On nous dit, oui, les chiffres sont là, les budgets augmentent. Les budgets augmentent assez considérablement. Mais vous ne voyez pas que nos agents de terrain nous disent, mais on ne voit rien. Nous, sur le terrain, on n'a pas le sentiment que ces budgets augmentent. C'est quand même un message d'impuissance extrêmement fort qu'il faut qu'on entende aujourd'hui. Dans cet hémicycle, si vous aviez pu faire voter la progression d'augmentation des budgets des établissements médico-sociaux, je tiens quand même à rappeler, n'oublions pas cet épisode où l'ensemble de la partie gauche de cet hémicycle, avec une partie de ceux qui se trouvent au centre, se sont mobilisés pour vous faire infléchir sur la position que vous aviez tenue sur l'augmentation des budgets médico-sociaux. La situation serait sans doute encore pire. Mais je ne me glorifie pas de ce qu'on a pu faire passer. On est sur 0,5, 1% supplémentaire, encore bien loin des objectifs pour donner les moyens à ces établissements médico-sociaux. Et à travers ce qu'on vit, à travers l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, je le dis ici, et je ne veux pas dramatiser les choses, on aura des sujets sur les EHPAD, on aura des sujets sur les établissements
pour adultes handicapés. On aura des sujets sur le vieillissement aussi de ces adultes handicapés. On a des bombes à retardement derrière nous. Donc, je le disais, Monsieur le Président, il s'agit de choix politiques. Dans nos collectivités respectives, nous faisons tous des choix politiques et voilà, chacun a le libre arbitre de faire ses choix. Donc, je vais quand même vous évoquer quelques sujets où je m'interroge. Et volontairement, je vais prendre des sujets qui me sont chers et que je porte au sein de la métropole Normandie, c'est-à-dire des sujets sport. Quand on entend la situation d'enfants en détresse, et j'hésite à employer d'autres mots, devons-nous financer un marathon? Devons-nous financer le parcours de la flamme? Devons-nous mettre plus du budget sur une base de loisirs et encore plus sur un golf? Vous voyez, je prends ces exemples-là exprès pour ne pas dire ils reposent sur les autres. Non, parce que ces sujets-là, je les porte et je les trouve plutôt sympathiques et effectivement, ça fait rayonner le territoire. Mais ne devons-nous pas aussi nous recentrer sur notre cœur de métier, l'action sociale? Et une fois qu'on sera à la hauteur sur notre cœur de métier, peut-être aurons-nous les moyens d'aller sur d'autres sujets qui participent à l'attractivité et au rayonnement. C'est incontestable. Moi, en me présentant dans cette collectivité, en siégeant dans cette collectivité, mon leitmotiv, c'est l'action sociale. Madame Paleski, vous avez la parole. Bon. Pour le groupe socialiste et apparenté, je vais conclure après les interventions de mes collègues Valérie Garot et David Lamieré, en commençant bien évidemment par remercier les services pour le travail qui a été réalisé pour l'élaboration de ce rapport dans un contexte qui est très difficile. Des ordonnances de placement qui augmentent, des dispositifs saturés ou mal adaptés aux multiples situations, des enfants en danger, plus nombreux, toujours plus nombreux, et donc notre département qui ne parvient pas à assumer son rôle de prévention et de protection de l'enfance. Je ne vais pas revenir plus en détail sur ce constat qui vient d'être rappelé et qui est d'ailleurs exposé dans ce rapport. Cette situation, elle implique que cette feuille de route Enfance-Famille 2024 est très attendue, au-delà de notre hémicycle. En ce qui concerne les élus que nous sommes, chacune et chacun sait qu'il n'y a pas de solution miracle et que cette feuille de route ne se suffira pas à elle-même pour remédier à la situation dramatique que nous partageons. Nous conviendrons également ensemble que notre collectivité n'y parviendra pas seule. D'ailleurs, force est de constater que sur ce sujet, comme sur bien d'autres, le gouvernement n'entend pas impulser de politique en faveur des plus vulnérables et que le soutien aux collectivités et à la filière est insuffisant. Une fois ces concessions faites, j'en viens à l'analyse et à l'explication de vote. Puisque sur cette feuille de route, nos attentes sont déçues. Ma collègue Valérie Garot pointait à l'instant les difficultés que nous avons eues dans la lecture du rapport à identifier non seulement la réalité de la situation dans notre département depuis le début de l'année 2023 et des décisions prises par notre Assemblée depuis, mais aussi et surtout la stratégie qui est la vôtre. Le rapport présente 20 objectifs et 108 propositions d'action dans la troisième partie, sous forme d'un grand tableau. Certaines des propositions énoncées dans la première ou la deuxième partie, qui d'ailleurs peuvent être pertinentes, ne figurent pas dans le tableau de la troisième partie. Difficile d'y voir clair. Mais surtout, pas loin d'une centaine de cases de ce tableau est vide, notamment la colonne moyen ou la colonne évaluation. J'ai compté, on doit être à entre 90 et 95 cases vides. Nous parlons là pourtant d'une feuille de route 2024. Nous sommes le 22 février 2024. Et cette feuille de route, elle n'est pas complète. Le dernier rapport d'évaluation dont nous disposons de la politique de prévention et de protection de l'enfance de notre département date de la commission permanente du 22 novembre 2022. Il s'agit, cela a été dit tout à l'heure, du bilan du contrat départemental
2021-2022. Depuis, aucun bilan exhaustif. Aucun. Alors là-dessus, nous demandons de la transparence. Alors on a certes des échanges. Notre collègue du groupe communiste de la gauche combative l'a dit tout à l'heure, on a des échanges dans cette instance, au détour de débats de politique départementale, de questions orales ou d'autres rapports. Évidemment, il y a eu de très nombreuses réunions dans le cadre des rencontres départementales de la prévention et de la protection de l'enfance pour partager que la situation s'aggravait. Pourtant, les premiers à alerter sur la saturation des dispositifs, les difficultés et tous les effets en chaîne liés à une hausse des besoins, à un manque de moyens, à des défauts d'organisation, ce sont les travailleurs sociaux du département et du secteur habilité, celles des professionnels de la protection de l'enfance et du médico-social en général, à tous les niveaux de la chaîne d'intervention. Et il et elle, certains d'entre eux et d'entre elles étaient encore mobilisés aujourd'hui. Chers collègues, il est préoccupant de constater, d'entendre l'expression d'un hiatus entre ces alertes, le processus de rencontre départementale de la prévention et de la protection de l'enfance, où beaucoup, sur le terrain, ont le sentiment de ne pas avoir été associés ou entendus. Alors nous partageons de ce rapport toutes les intentions, mais il reste lacunaire. Parce qu'en effet, depuis ce bilan qui nous a été donné à nous élus en 2022 de la situation de la prévention et de la protection de l'enfance dans notre département, que s'est-il passé d'autre? Il y a eu l'adoption d'une enveloppe budgétaire supplémentaire en juin 2023. Mais, à la lecture de ce rapport, c'est ce qu'illustrait Valérie Garot, nous n'avons pas les éléments permettant de répondre à une autre question essentielle. Où en sommes-nous? Qu'en est-il de l'exécution des actions financées par cette rallonge budgétaire? Les structures partenaires à qui on a alloué des moyens, certains témoignaient tout à l'heure du fait que, malgré les crédits qui ont été accordés, ils et elles étaient incapables de créer les places qu'on leur demandait de créer, parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Alors, on a besoin d'un bilan exhaustif, et on a besoin de parler du recrutement, et on a besoin de parler des salaires, mais ça a été dit par le représentant syndicaux tout à l'heure. En tout cas, nous, en tant qu'élus, sur ce rapport, sans antériorité fiable depuis le bilan de novembre 2022, comment voulez-vous qu'on entreaperçoive l'avenir? Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on part. Et quand bien même ce rapport ne présente aucune perspective, cela a été dit, ne serait-ce qu'à 2 ou 3 ans pour renverser la tendance, ni en termes de méthode, ni en termes de moyens. Et donc nous ne pouvons pas voter en faveur d'un rapport qui, s'il est riche de constats partagés et de propositions intéressantes, voire très pertinentes, il reste un rapport incomplet. Nous ne doutons pas que le travail est en cours dans la perspective du budget 2024 de notre collectivité. En tout cas, à ce stade, nous, élus de l'opposition, nous manquons d'éléments précis, d'état des lieux, je l'ai dit, et d'évaluation qualitative, quantitative, sur la protection de la prévention et de la protection de l'enfance dans notre collectivité. Et nous ne savons donc pas plus, à la lecture de ce rapport, vers quoi nous allons. On va avoir un débat d'orientation budgétaire tout à l'heure, mais un mot quand même. Sur les intentions de ce rapport, je l'ai dit tout à l'heure, par ailleurs, que nous les partageons. Donc les intentions qui sont avancées. Et sur certaines des actions concrètes, il y en a présentées dans ce rapport. On voit bien, même s'il n'y a aucun moyen associé dans le rapport à ce stade, que l'exécution de certaines de ces actions nécessitera des moyens à la hausse. Quels moyens vont donc être accordés pour répondre à ces 20 objectifs? La réponse sera apportée lors de la prochaine séance et sur la contribution de notre groupe au débat d'orientation budgétaire qui se tiendra tout à l'heure. Notre collègue Pierre Carrel exposera notre contribution pour soutenir le service public. Je conclus. En l'état, nous sommes dubitatifs quant à notre capacité à inverser la tendance qui se dégrade et nous sommes profondément inquiets. Nous nous abstiendrons. Merci de votre attention. Merci Madame Paleski. Monsieur Marteau, puis Monsieur Langlois. Oui, merci Monsieur le Président. Pour le département de Seine-Maritime,
les besoins d'accompagnement et de prise en charge sont en constante évolution. Il est identifié une dégradation des situations familiales et sociales, une augmentation des ordonnances de placement provisoire, une augmentation des taux d'occupation dans l'ensemble des lieux d'accueil, voire une saturation de certains dispositifs, notamment les services d'accueil d'urgence et les maisons d'enfants à caractère social, et une croissance des arrivées de mineurs non accompagnés. À cela s'ajoute la nécessité d'accompagner les jeunes majeurs jusqu'à 21 ans ou encore une augmentation du nombre de jeunes de l'aide sociale à l'enfance en situation de handicap en attente d'un accueil en établissement spécialisé. Le département ne peut pas faire seul face à ces enjeux partagés pour lesquels le partenariat et la coopération interinstitutionnelle sont d'autant plus nécessaires. Alors, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de lire les propos introductifs de votre rapport. Ce n'est pas une intervention que j'ai rédigée moi, mais ce sont les services validés par les élus. Donc, ça veut bien dire que quand toutes et tous nous indiquons qu'il y a urgence, en réalité, nous ne faisons que dire ce qui est écrit dans le rapport. Ça veut donc dire que on peut imaginer qu'on est au moins tous d'accord sur le constat et que face à ce constat, il est donc nécessaire d'apporter une réponse. Alors la réponse, elle est celle du département et il est un fait, c'est la décentralisation qui a décidé de ça, c'est le département qui a cette compétence et donc c'est le département qui doit faire. Il doit aussi le faire parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qu'il ne maîtrise pas totalement, donc il doit aussi faire avec le soutien de l'État. Et là, je veux le dire, d'autres collègues l'ont indiqué, mais que font vos amis du gouvernement? Moi, je dis quand même à un moment les choses. C'est que il y a une ancienne ministre dans l'hémicycle, vous avez des connaissances dans ce gouvernement, droite macroniste. Enfin là, je fais volontairement une intervention très politique et je l'assume parce que c'est la réalité d'une thématique absolument fondamentale. On le dit tous, ça concerne la protection des enfants et le paragraphe que je viens de lire, issu de votre rapport, décrit une situation qui est terrible, et donc il y a donc nécessité d'agir. Et donc, le département doit agir et l'État aussi doit agir. Et pour l'instant, la réalité, c'est que l'État n'est pas au rendez-vous et le département, il agit. Il a mis 10 millions d'euros supplémentaires et ça, je veux dire, c'est factuel. Enfin, on ne peut pas dire que 10 millions, c'est rien. Mais par contre, ce qui m'a frappé, et c'est aussi l'assistance sociale qui parle, qui est entourée aussi de beaucoup de gens qui travaillent dans la protection de l'enfance et qui, autour d'un café ou d'un repas, quand on en parle, disent mais que la situation est... Ils tiennent parce qu'ils ont des convictions, ils tiennent parce qu'ils aiment leur métier, ils tiennent parce qu'ils ont envie de contribuer à améliorer la situation, ils tiennent parce qu'ils ont envie de... quelque part, c'est peut-être un idéal parfois masochiste ou idéaliste, mais le travailleur social, il a envie de faire son travail, il a envie d'aider, il a envie de réunir les conditions pour que la situation s'améliore, parce qu'il a fait ce choix-là professionnel de s'engager dans ce secteur-là, qui est le secteur de l'aide et qui est un secteur où on a évidemment comme ambition de faire mieux et d'aider l'humain. Et moi, je constate bien que dans ces discussions, il arrive un moment, toujours, mais systématiquement. Et c'est pas depuis aujourd'hui, c'est pas depuis avant-hier, c'est depuis un moment que ça dure. C'est une réalité. Hein, donc, c'est pas que cette majorité-là qui est concernée. Donc, je fais pas non plus. Je fais une intervention politique, mais pas binaire non plus. J'ai bien conscience que c'est l'ensemble de la société qu'il faut embarquer dans cette histoire-là. Et quand les gens le disent, quand les salariés disent que vous avez mis 10 millions d'euros de plus, mais qu'au quotidien,
ils n'en voient pas du tout les effets. Moi, je ne connais pas de salariés, même syndiqués, qui ne reconnaîtraient pas que ces conditions de travail s'amélioreraient si c'était vraiment le cas. C'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. Quand on est engagé, quand on est syndicaliste et qu'on a cette volonté de contribuer au bien commun, on est tout à fait capable de reconnaître quand ça va pas, mais aussi quand ça va bien. Et donc là, je constate que le discours permanent, c'est de dire que les moyens qui sont apportés sur le papier sont observés comme étant des moyens en augmentation, mais que sur le terrain, il n'y a pas de constat d'amélioration. Donc ça, c'est quand même... on va tous les ans indiquer combien il y a d'urgence dans la protection de l'enfance, que c'est notre mission principale, mais constater que sur le terrain, il n'y a pas d'amélioration. Et il arrive un moment, il faut quand même faire les choses et passer la démultiplier. Enfin, si c'est vraiment tout ce qu'on décrit et que le constat est partagé, banco, il faut y aller. Et donc, il y a évidemment cette question de la revalorisation salariale. Tout n'est pas dans les mains du département, mais il faut évidemment le faire. Enfin, moi, j'entends qu'il y a crise des vocations. C'est un débat que j'ai eu avec des collègues dans cette assemblée. C'est pas une crise des vocations. C'est que si les professionnels et les travailleurs sociaux qui sont moins bien payés que les enseignants, et je critique pas les enseignants, c'est très bien qu'il y ait eu une revalorisation objective. Il y a eu des revalorisations, surtout sur la gauche, concernant les enseignants, et je pense aux instituts qui sont passés professeurs des écoles, et il y a eu à l'époque des revalorisations objectives, et ça a continué par la suite, parce que peut-être il y a eu prise de conscience qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et les travailleurs sociaux, ils sont, eux, payés beaucoup moins, et c'est la réalité. Et donc, ça, il y a j'ai envie de dire ce ras-le-bol-là, de dire on fait tous le constat et que ça va pas, et on met de l'argent public et on constate que il y a, par exemple, et moi je voudrais publiquement, que le chiffre soit dit. Apparemment, les syndicats nous disent qu'il y aurait 300 mesures qui ne seraient pas mises en œuvre. C'est quoi ce chiffre? Est-ce qu'on peut connaître ce chiffre? C'est quoi ce chiffre? C'est très concret. C'est des mesures qui sont décidées par la justice, où la justice dit il faut protéger ses enfants, et les mesures ne sont pas mises en œuvre. Et donc c'est la responsabilité, et je sais qu'il le sait, puisque Monsieur le Président, vous savez, vous connaissez vos responsabilités, et on a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est sous la responsabilité du président du département, ces enfants. Donc on décide ces mesures, les mesures ne sont pas mises en œuvre. Qu'est-ce qui se passe si ça clash vraiment fortement dans une famille? C'est la responsabilité du département qui est mise en cause, du président du département qui est mise en cause. Et donc que le travail qui devrait être fait n'est pas fait. Donc ça, c'est quand même, écoutez, c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable, cette histoire. Alors j'imagine bien que dans d'autres départements aussi, on vit cette situation-là. Mais, et je le sais que ça existe, mais combien y a-t-il de mesures qui sont décidées et pas mises en œuvre? Moi, je veux connaître le chiffre. Et ce serait normal qu'on le connaisse. Et je voudrais aussi... Parce que moi, je suis élu d'opposition, je n'ai pas les moyens de l'administration, je n'ai pas les moyens d'estimer ça. Je suis absolument convaincu qu'il existe quelque part un chiffre qui pourrait nous éclairer toutes et tous, c'est combien il faudrait mettre pour que la situation s'améliore de manière substantielle. Voilà, je ne suis pas en mesure de l'évaluer, moi. Je n'ai pas ces moyens-là. Mais vous les avez. Et donc, je considère que ça aussi, c'est quelque chose qui devrait être rendu public. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et quel argent public, combien il faudrait mettre pour qu'il n'y ait pas ces 300 mesures hypothétiques. En tout cas, c'est ce que les syndicats nous ont dit, mais moi, je voudrais aussi entendre l'administration là-dessus. Donc, ça me paraîtrait normal que de bonne foi, collectivement, puisqu'on est tous
d'accord pour dire qu'il y a urgence, combien il faudrait mettre pour améliorer de manière substantielle la situation. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est notre responsabilité collective qui est engagée. Et donc, moi, je le dis, il y a un peu un ras-le-bol, là, de se dire, je ne doute pas de votre bonne foi. Par contre, vous ne mettez pas assez les moyens, ça c'est sûr. Et je l'ai déjà dit en commission, quand on discute en interpersonnel, je vous l'ai dit aussi, donc mon propos, il surprendra personne. Et donc moi, quand je suis entré dans cet hémicycle, on est 2 élus dans ce groupe et donc on se répartit les thématiques. Moi, quand je suis rentré et que j'ai dit à mon camarade Bérégovoy, qui est professeur des écoles depuis 25 ans, REP+, moi assistant social. Donc si vous voulez, la protection de l'enfance, les situations de ces familles qui vont mal, c'est pas qu'une réalité d'élu local, qui est pas méprisable. Donc on le vit en tant qu'élu local, on le vit aussi dans notre boulot. Et donc c'est ce cumulé-là qui fait que si on a tous le constat de dire que ça va pas, eh bien on met l'argent public pour le faire. Et donc quand je suis rentré dans l'hémicycle, je lui ai dit, écoute Jean-Michel, notre position, je pense qu'on va s'abstenir. Eh bien moi je souhaite, chers camarades, qu'on vote contre. Parce que si on ne décide pas qu'il y a vraiment urgence et qu'on ne met pas les moyens, eh bien, on fait du blabla et à chaque séance, tous les ans, on va faire du blabla, on va dire qu'il y a urgence et on ne met pas les moyens. Donc, mon groupe votera contre. Voilà, je suis sûr que tu es d'accord sur ce rapport parce que s'il y a urgence, on met les moyens. Merci à vous. Excusez-moi. C'est plus facile de se mettre d'accord quand on est 2, c'est vrai. Bien, Monsieur Langlois. Je trouve qu'en étant à ma gauche, Stéphane Marteau commence à prendre des accents staliniens. Il y a peut-être un avenir pour l'écologie politique au bout du compte en France. Non, pas stalinien, communiste à la rigueur, mais plus sérieusement, et même beaucoup plus sérieusement, il était prévu que notre groupe n'intervienne que par la voix de Maryline Fournier, et avec la bonne intervention qu'elle a faite, même si ça tout l'a empêché de terminer. Mais le contenu du débat et certaines choses qui ont été dites, et la bonne tenue du débat, c'est un sujet extrêmement important pour notre département et pour les élus que nous sommes, m'amène à vouloir ajouter quelques éléments dans ce débat-là. D'abord, moi je veux remercier la CGT de l'IDEFI, la CGT du département, tous les agents du département et les salariés de l'IDEFI qui se sont mobilisés aujourd'hui, qui sont venus jusque devant les grilles. Et d'ailleurs, les élus de droite auraient dû sortir, quand il y a eu la suspension de séance, pour écouter ce qu'elles et ils nous ont dit, parce que nous, ici, nous sommes les porte-voix de ce qui s'est dit à l'extérieur, mais quand vous entendez les professionnels qui, comme l'a dit mon collègue Marteau, et comme tout le monde l'a dit avant, s'engagent au-delà du professionnalisme, en sacrifiant très souvent leur vie personnelle, en faisant des choix de vie, avec l'impact que ça peut avoir sur leur famille, quand vous les entendez avec les trémolos dans la voix, et quand vous ne recevez que quelques-uns d'entre eux, ce n'est pas la même chose que de venir les écouter quand elles et ils sont ensemble. Donc je veux les remercier de s'être mobilisés. Et d'ailleurs, je pense que si le débat dure aussi longtemps, qu'il est aussi intéressant, c'est parce qu'il y a cette mobilisation sociale et que la voix d'en bas est remontée. Je veux dire à Dominique Métaux, c'est peut-être ça la différence au bout du compte, ça fait depuis 2021, certains cherchent encore quelle est la différence entre Dominique Métaux et la gauche, mais il dénonce la situation en disant que ce n'est pas acceptable, mais il exonère très souvent le département de ses responsabilités. Oui, il y a une bataille politique à mener avec le gouvernement pour que le gouvernement donne les moyens aux collectivités dont c'est la responsabilité, dont c'est la compétence de pouvoir être à la hauteur des besoins. C'est évident, et malheureusement, nous sommes dans un département qui, l'été dernier, et à d'autres moments, a payé cher la situation qui est faite à la jeunesse ou la situation de certains jeunes qui ont mal été accompagnés, et on l'a payé tragiquement. Mais si cette bataille politique avec le gouvernement est à mener, elle est aussi à mener ici, Dominique. On va parler des orientations budgétaires cet après-midi. Il est écrit, et on avait parlé de ça l'année dernière. Cet après-midi, j'ai dit, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit ce midi? Non, cet après-midi. La préservation de la notation financière du département à travers la poursuite de la stratégie de gestion rigoureuse du budget départemental. Eh bien, moi, je préférais que cette situation difficile et que la bataille, on la mène avec le gouvernement, avec les agences de notation, plutôt que de mettre tous les professionnels qui s'engagent aux côtés des familles et des enfants de ce département dans la difficulté.
Je préférerais qu'on soit à vos côtés, et on viendrait, hein, Monsieur le Président, devant n'importe quelle instance pour vous défendre parce que vous réalisez un bras de fer avec la politique gouvernementale et avec les agences de notation, plutôt que d'avoir à faire un bras de fer avec vous ce matin pour que les agents et les salariés qui travaillent au quotidien puissent s'exprimer dans cet hémicycle. Et puis dans les choix budgétaires, notre collègue Lamiret en a évoqué quelques-uns, tous les ans, vous choisissez de mettre 5 millions dans l'éducation privée. 5 millions, c'est 50% de la somme que vous allez allouer en plus cette année pour la protection de l'enfance. Et bien, si on montait le budget à 15 millions, j'imagine que sans connaître exactement quels sont les besoins budgétaires, parce qu'ils n'ont pas été chiffrés, on pourrait aller plus loin. Et puis, dernière chose, pour ne pas être trop long, on vous a déjà fait cette proposition-là dans l'hémicycle. Plutôt que d'être pilote dans la chasse au RSA, ou aux bénéficiaires du RSA, bien, je pense que notre département de Seine-Maritime, au regard de sa réalité, de la réalité des habitants, pourrait être pilote sur les métiers du lien. Parce que dans le sujet qui nous concerne depuis ce matin, il y a évidemment la question des moyens alloués aux collectivités, aux départements et aux structures, mais il y a aussi la reconnaissance de ces métiers-là. Et c'est un problème français, ce n'est pas qu'un problème dans le département de Seine-Maritime. On a d'ailleurs le même sujet et le même problème de reconnaissance sur les aides à domicile, par exemple. Eh bien, moi, je pense que notre département, si vous voulez sortir de cette obsession des agences de notation, par exemple, pourrait se dire, eh bien, soyons pilotes sur les métiers du lien, regardons comment, à notre échelle, on peut être exemplaire et inventer des choses pour que ces métiers soient mieux reconnus, mieux formés en proximité, meilleure formation initiale, une meilleure formation continue, et que là, le département de Seine-Maritime en sortirait grandi. Merci, Monsieur Langlois. Alors, j'ai une demande de parole de Monsieur Bérégovoy, puis de Monsieur Métaux. Oui, rapidement, parce que ça a été dit par Stéphane. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu ce vote. Évidemment, je me range à sa proposition, évidemment, parce que je voudrais quand même vous dire une chose aux uns et aux autres, malgré tout. Hein. Les chiffres s'égrènent depuis des mois et des années sur les profits, sur comment les plus riches sont encore plus riches, comment on ouvre de plus en plus de 5 étoiles dans les grandes agglomérations de notre pays et partout en Europe et dans le monde. Et pendant ce temps-là, notre système de protection sociale, la protection de l'enfance, l'éducation, la santé est en train de dégringoler. La France est en train de dégringoler. La colère monte vraiment. Et on était tous fiers ici de se dire collectivement, me semble-t-il, on ne s'était pas contacté, on n'en a pas discuté, mais je pense qu'on se disait tout de même, on avait réussi dans cette élection extrêmement difficile, qui était celle d'élections départementales couplées aux élections régionales, qu'on n'avait pas eu le Front National à l'intérieur de cet hémicycle. On l'a peut-être pas aujourd'hui à l'intérieur de cet hémicycle, mais si on n'y prend pas garde, on l'aura sur toute la France et peut-être sur une grande partie de l'Europe. Donc faisons attention à ce que nous faisons, faisons attention aux décisions que nous allons prendre. De l'argent, il y en a. Tout ça, c'est des choix politiques qui doivent être faits ici et ailleurs. Évidemment, ils ne peuvent pas être faits ici sans qu'ils soient faits ailleurs, mais aussi, c'est aussi ici qu'on peut peser pour que le gouvernement change son fusil d'épaule sur ces questions des politiques sociales. Merci, Monsieur Bérégovoy. Monsieur Métaux. Juste deux mots, Monsieur le Président, juste pour dire à Nicolas que je suis satisfait qu'il me rejoigne dans les positions que je défends ici depuis longtemps, en disant que ce n'est pas une affaire du département, c'est une affaire de politique nationale sur toute la problématique du médico-social. Donc, il peut signer tout à fait dans notre groupe, on l'accueillera. Merci, Nicolas. Merci, Monsieur Métaux. Alors, oui, Madame Moutier-Le Cerf. Juste envie de dire quelques mots, parce que tout a été dit. Hein. Il est évident que nous soutenons absolument tout ce qui a été reconnu comme problématique. Mais je voulais juste dire que quand un couple est en souffrance, hein, que ce soit encadrant, encadré, protecteur, protégé, quand ce couple est en souffrance mutuelle, comment voulez-vous qu'il y ait un travail efficient dans ces conditions? Le temps passe, les enfants grandissent, les agents tiennent, mais doit-on risquer, avec ce temps qui passe, une génération qui restera sur les bancs de la société? Alors, redonnons confiance à nos agents, à nos travailleurs sociaux. Donnons-leur reconnaissance professionnelle, financière, et vous verrez que les enfants ne s'en porteront que mieux. Merci. Merci, Madame Moutier-Le Cerf. Bien, je vais demander à Madame Lecordier de bien vouloir apporter des éléments de conclusion, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers collègues, de ce débat et de ces échanges. Bien sûr, vous l'avez toutes et tous dit, ce sujet est éminemment important. Il fait partie d'une des compétences de ce département. Alors, plus généralement, la solidarité, mais celle de la protection de l'enfance est bien sûr essentielle. On le voit, c'est un sujet difficile sur lequel, depuis plusieurs années, effectivement, on a eu peut-être laissé, en tout cas, les choses passer. En tout cas, moi, je voudrais dire à Madame Fournier qu'on n'a pas attendu pour travailler sur ces sujets bien en amont. Et d'ailleurs, elle fait le diagnostic que nous avions fait, bien sûr. Et c'est pour ça que nous avons décidé de mettre en place les RDDPE et qu'on puisse bien sûr avancer. Peut-être, il y a eu beaucoup de chiffres et beaucoup de demandes, et je vais essayer d'y répondre, beaucoup de demandes de compte rendu ou de rendre compte, en tout cas, de ce que cette fiche, ces fiches actions concernant le travail qui a été fait par les RDPPE soit indiqué. Je veux juste dire à Madame Pawelski qu'on n'a pas voté le budget et qu'il y a un certain nombre de cases, effectivement, qui seront remplies avec à la fois l'Europe et le vote du budget. Et donc, vous aurez bien évidemment les éléments concernant ça. Peut-être remercier aussi Monsieur Lamiré qui voilà, nous donne un peu de leçons, voilà, avec le fait qu'on fasse des choix politiques. Il me semble qu'on en a fait des choix politiques, excusez-nous, mais 4% de tarification en plus, 10 millions d'euros en plus pour la protection de l'enfance. Voilà, un budget qui, depuis 2018, augmente régulièrement. On est passé d'à peu près 187 000 et on sera à 237 000 en 2024. Bon, j'ai pas le sentiment, en tout cas, qu'on n'a pas été à la mesure, en tout cas, des budgets, bien sûr, qui sont ceux de ce département, mais en lien aussi avec une stratégie, une politique que nous avons orientée. Et orienté, excusez-moi du peu, mais quand même avec l'ensemble des professionnels et des professionnels du département et des professionnels de l'IDEFI et des professionnels de l'ensemble des établissements. Alors, les organisations syndicales, vous nous dites, Madame Fournier, qu'ils n'étaient pas présents. Enfin, si ils sont dans le métier du social, ils avaient tout le loisir aussi de pouvoir participer à ces RDPPE. Donc, je pense qu'on a été assez ouvert, en tout cas dans le cadre de ces RDPPE, pour permettre à ce que l'ensemble des professionnels, et on trouvait que c'était juste, bien évidemment, qu'ils soient là, parce que ce sont des acteurs et des actrices de terrain, et que, bien évidemment, il fallait les entendre sur ce sujet. Peut-être rappeler aussi que, concernant ces orientations, dans le cadre de la protection de l'enfance, il y a aussi tout le volet prévention. Et vous l'avez rappelé, la prévention, bien sûr, elle est importante. Elle nécessite un travail important en amont. D'ailleurs, ce sont des financements aussi qui sont mis en place avec la CAF sur un certain nombre d'actions que nous portons auprès de l'ensemble des structures de ce département. Et donc, c'est bien tout ce volet-là aussi qu'il faut travailler avec les PMI. Voilà, moi, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement beaucoup de chiffres et beaucoup de demandes concernant des chiffres. Moi, je me retrouve effectivement dans ce qu'a évoqué Madame Garot, car je sais bien sûr le travail au quotidien et la difficulté d'accompagner les publics et de se trouver en difficulté, comme peuvent se trouver en difficulté nos professionnels à un moment donné quand il y a des placements qui doivent être mis en place. J'en viens à la demande de Monsieur Marteau. Vous allez avoir les chiffres, Monsieur Marteau. On est au total à 277 à la fois placements et placements non exécutés sur cette année. Alors en diminution, je ne vais pas me satisfaire de ça, hein, mais ce chiffre est le chiffre réel. Et peut-être rappeler à Madame Pawelski que quand même il y a un ODPE ici et qu'il y a un rapport en ligne que vous pouvez avoir où vous aurez l'ensemble des chiffres. Alors, si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir aller sur le site et d'aller regarder ce qui s'y passe, il y a sur le site, il y a l'Observatoire départemental qui a mis en ligne le rapport. Donc, vous allez trouver un certain nombre d'éléments sur ce sujet.
Peut-être rappeler effectivement que, mais M. Métaux l'a dit, que la prévention spécialisée est un sujet aussi. Vous rappelez que, et vous l'avez justement dit, qu'en 2004, enfin, nous, on n'était pas là, voilà, en tout cas aux manettes, que vous avez, qu'un certain nombre, enfin, je ne sais pas que vous ne l'avez pas dit, mais quand même qu'il y a un certain nombre de personnes ici qui ont diminué les budgets largement et sacrifié la prévention spécialisée. Moi, je dois dire que quand même, depuis que nous sommes revenus, en tout cas au sein de ce département, c'est 1,5 million pour la prévention spécialisée, plus 60 000 en 2023, des CEPOM qui sont en train d'être travaillés. Moi, je suis en tout cas en lien souvent avec la prévention spécialisée et j'ai fortement acté le fait qu'il fallait accompagner et ce que nous avons fait sur le territoire. Peut-être vous dire aussi, Madame Pawlowski, que l'action 92 est une action qui indique que nous allons rendre compte de cette feuille de route. Donc, comptez sur nous. Et donc, on sera au rendez-vous, bien évidemment, pour rendre compte de cette feuille de route. Rajouter que les assistants familiaux, bien évidemment, on a eu toute une période où les assistants familiaux étaient plutôt en demande de retraite, donc avec une perte de vitesse sur le recrutement. On peut se féliciter aujourd'hui avec la campagne de communication que nous avons fait pour le recrutement des assistants familiaux, que le delta entre les départs et ceux que nous avons recrutés, on a plus 10 assistants familiaux. Donc on est sur la bonne remontée, je vais dire, et donc j'espère effectivement que ce métier fort important au sein de la prévention et la protection de l'enfance puisse trouver ses marques et qu'on puisse bien sûr redonner aussi plus largement du sens à l'ensemble des professionnels de ce métier. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, les quelques réponses. Bien sûr, je n'ai pas répondu à tout, il y a eu beaucoup de chiffres de données, mais sur le diagnostic, en tout cas, il a été fait. Sur la feuille, sur les feuilles actions qui vous sont présentées aujourd'hui et que pour certains vous ne voterez pas, je vous en laisse bien sûr la mesure. Eh bien, je pense que nous avons fait des choix importants, des choix politiques, et que nous sommes investis sur cette question bien plus que vous ne laissez le présager quand vous évoquez ce département, les moyens que nous y mettons et l'investissement que chaque élu, dont vous faites partie, dont on a pris la mesure en tout cas de cette difficulté. Je rappelle quand même qu'effectivement, on n'est pas tout seul dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance, qu'un certain nombre de partenaires aussi sont en charge de nous accompagner. Je pense effectivement à l'ARS, je pense à un certain nombre d'acteurs et d'institutions qui doivent aussi, bien sûr, prendre la mesure de la protection et la prévention de l'enfance. Peut-être rappeler, mais vous l'avez dit, qu'effectivement, les enfants qui sont protégés au sein de ce département, ce sont les enfants et les citoyens de demain. Et donc, je mesure toute l'importance de cette mission que nous avons aujourd'hui. Et puis, on peut peut-être se dire qu'effectivement, nous avons une secrétaire d'État, que nous avons aujourd'hui une ministre déléguée, que peut-être cette question aussi prendra plus de corps, en tout cas dans les mois qui viennent. Vous le savez, l'ensemble des départements ont fait remonter, bien sûr, à l'État les difficultés dans lesquelles étaient nos départements.